Dans la deuxième partie, nous entendons les témoignages de Camille Barneau, qui est directrice du Volcan, et d'Anne-Sophie Pochet, qui est co-directrice d'Acté et cofondatrice de Hommes-Femmes Normandie. Elle nous présente des témoignages sur leur parcours et leur carrière, et bien sûr aussi quelques chiffres sur la situation des femmes dans l'art et la vie culturelle. Alors Camille, allez-y, vous commencez peut-être, puisque vous venez d'arriver au Havre, vous dirigez une grande maison en France. Oui, bien sûr, mais non. Et voilà, je vous laisse la parole, parce que nous aurions envie que vous témoigniez de votre parcours. Vous m'avez fait remarquer que, par exemple, quand Jean-François Drian est arrivé à la tête de la maison, du Volcan, il avait 40 ans. C'est-à-dire qu'il avait eu un parcours tout à fait linéaire et assez facile. Peut-être ça n'a pas tout à fait été la même chose pour vous. Alors, disons que je faisais cette réflexion parce que quand j'ai été nommée à la tête du Volcan, qui c'est vrai est une grande et belle maison, vous le savez bien, beaucoup de gens, de collègues ou de personnes que je connaissais moins m'ont appelée la jeune femme, en fait, m'ont dit, enfin voilà, quand on écrivait sur moi dans la presse ou ailleurs, on me félicitait en tout cas d'être une jeune femme nommée à la tête d'une grosse maison comme le Volcan. J'ai été nommée, j'avais presque 46 ans déjà, donc je suis flattée, mais j'ai fait je me faisais la réflexion que Jean-François Drian, donc mon prédécesseur, avait été nommé à 41 ans et que vraisemblablement ça n'avait surpris personne. C'était évidemment tout à fait mérité. Je me suis également fait la réflexion, et je le constate en tout cas chez des collègues, qu'effectivement les parcours en fait des femmes sont souvent plus lents, ce qui est potentiellement une explication au fait qu'il y a moins de femmes encore à ce jour, malgré de gros efforts à la direction. En tout cas, je vais parler de ce que je connais, des scènes labellisées. Avec effectivement un ralentissement qui font qu'on reste plus longtemps directrice adjointe ou à des postes intermédiaires. Pour présenter mon propre parcours, donc moi j'ai commencé par faire des études qui n'avaient rien à voir en mathématiques appliquées aux sciences sociales, puis j'ai bifurqué et repris le droit chemin en travaillant un petit peu dans la production d'événements dans une maison d'édition juridique d'abord, et puis de nouveau bifurcation rapide vers le secteur culturel. J'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger, en Colombie d'abord, puis à Cuba, où j'étais attachée culturelle à l'ambassade. J'ai eu l'occasion de travailler en région parisienne pour des compagnies, bureaux de production, et pour des structures petites et grandes, pour les plus petites la ménagerie de verre, et pour la plus grande le parc de la Villette à Paris, et j'ai ensuite rejoint d'abord le Centre dramatique national d'Orléans, puis la scène nationale de Valenciennes, où j'étais donc directrice adjointe, et enfin le Volcan. Oui, alors peut-être vous pourriez préciser, par exemple, dans une programmation, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir combien de femmes metteuses en scène, combien de comédiennes, combien de femmes dramaturges. Vous voyez, comment vous choisissez d'ailleurs les spectacles, puisque cette saison, c'est vous qui l'avez choisi. Alors en fait, on choisit les spectacles, je dis on parce que je pense qu'on travaille tous un petit peu de la même façon. On choisit les spectacles pour pouvoir proposer aux spectateurs un équilibre. Alors dans une scène nationale, en l'occurrence, on est une scène pluridisciplinaire, donc un équilibre entre les spectacles théâtre, danse, musique, cirque et même art visuel ou pluridisciplinarité, avec également une mission de soutien à la création contemporaine, donc plutôt sur les écritures théâtrales, on va dire oui, théâtre, mais aussi danse éventuellement et cirque. On construit selon toute une grille de critères de façon à ce que tout soit équilibré, qui vont effectivement des disciplines, mais les disciplines, on les regarde aussi en fonction du territoire, c'est-à-dire là il y a un centre chorégraphique qui accompagne fort la création en danse, donc moi j'ai plutôt allé sur le théâtre. Il y a je sais pas, il y a
le théâtre de l'Hôtel de Ville qui fait davantage d'humour, par exemple, ou de théâtre classique dont je vais plutôt faire des écritures contemporaines. Enfin voilà, tout est en équilibre, donc c'est jamais la même chose suivant la ville ou le territoire où vous travaillez. Il y a également des critères purement techniques et financiers. Il faut que ça rentre dans le budget, il faut que la fiche technique corresponde, la taille du plateau corresponde, il faut qu'on puisse proposer des spectacles pour les enfants, petits, moyens, grands, pour les adultes, voilà, vraiment pour tout un type de spectateurs. Et rentre enfin, évidemment, comme critère également la question de la parité, avec un objectif avéré qui est d'arriver à la parité totale, c'est-à-dire 50% d'hommes et 50% de femmes. C'est un objectif qui est relativement atteignable, même si très sincèrement ça demande des efforts, on va peut-être y revenir, mais qui est relativement atteignable sur le nombre sur les metteurs, metteuses en scène, en tout cas, ou chorégraphes des spectacles. Ça devient nettement plus difficile quand on commence à regarder aussi les auteurs et les autrices, tout simplement parce qu'il y a un répertoire et qu'il y a les autrices, en l'occurrence, ou les compositrices en musique ont quasiment pas été publiées jusqu'à, je dirais, les années 80 même. Enfin, voilà, donc en fait, mathématiquement, dès qu'on fait des classiques, évidemment, on fait quand même des classiques ou même des classiques revisités parce que c'est au programme scolaire et puis parce que c'est beau aussi en soi. Mais donc, on se retrouve avec une proportion quand même beaucoup plus élevée mathématiquement d'hommes. Et puis, on va potentiellement se retrouver avec des proportions qui peuvent même aller à l'inverse sur les interprètes ou qui peuvent varier énormément suivant les disciplines. Notamment, je parlais de la musique. Dans la musique classique et baroque, c'est quand même la catastrophe, pour le dire tel que c'est. Je regardais tout à l'heure des chiffres, je crois que sur la direction des grands ensembles de musique, on est à ce jour qu'à 15%, je crois, de femmes chefs d'orchestre ou chefs de grands ensembles. Au niveau des compositrices, elles sont complètement invisibilisées à tel point que dès qu'il y a une programmation qui valorise en fait des compositrices femmes, ça devient en soi l'objet du concert, au-delà de la musique même. Voilà. Et à l'inverse, on a des disciplines qui sont très féminisées, notamment la création jeune public. Voilà. Oui, c'est ça. Et les marionnettes peut-être aussi. Et les marionnettes, absolument. Oui. Oui. Ça amène à une autre réflexion qui est en plus effectivement juste du nombre de spectacles écrits, qui est aussi les montants, les budgets en fait accordés, puisque dans les scènes labellisées, on a une mission, vous le savez, peut-être de soutien à la création, donc d'apport en production ou en coproduction à des spectacles. On se rend compte quand on fait les calculs que si on s'applique, et ça pas trop difficile à faire, mais si on s'applique à se dire, voilà, cette année, cette saison, je soutiens financièrement un nombre équivalent de spectacles créés par des hommes et créés par des femmes, on se rend compte à la fin, quand on fait les calculs, qu'on a potentiellement donné plus de budget total pour les créations des hommes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Est-ce que vous pourriez aussi, par exemple, expliquer ça par une sorte d'intériorisation de la part des femmes qui les empêcherait peut-être d'avoir envie d'un grand plateau, d'avoir une écriture, d'avoir envie d'une grande scène, enfin bref, quelque chose comme ça. Alors je pense que c'est plutôt malheureusement très pragmatique, c'est que c'est plus difficile. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est plus difficile, comme les femmes se voient attribuer des montants moindres en coproduction. C'est pas uniquement les coproductions de la part des théâtres, c'est aussi les subventions publiques. Donc se voient attribuer des montants moindres, donc elles savent qu'elles vont avoir plus de mal à boucler un budget, donc elles partent d'emblée sur des projets un peu moins ambitieux en termes de volume. Donc comme elles partent sur des projets plus ambitieux, elles nous présentent un budget de production qui est moindre que celui qui aurait été présenté par un homme, donc on donne grosso modo toujours à peu près la même proportion, et donc cette proportion est moindre, et donc ça reste effectivement après probablement ancré aussi dans les esprits. Oui. Et justement, je crois que vous avez fait confiance à Anne-Sophie Pochet pour présenter son spectacle au Volcan prochainement.
Absolument, petite page promotionnelle. Oui. Venez la semaine prochaine voir le magnifique spectacle d'Anne-Sophie qui s'appelle Au loin les oiseaux, qui a été créé il n'y a pas très longtemps chez nos collègues d'Évreux du Tangram. Et c'est un spectacle que moi, je n'ai pas encore vu, mais que mes collègues du Volcan sont allés voir hier. Elles m'ont dit que c'était très bien. Voilà, donc il y a 3 représentations. C'était pour l'instant une petite transition, puisqu'après, je pense, le public vous posera des questions. Anne-Sophie Pochet, merci de témoigner. Alors, soit de l'association HF Normandie, oui, soit d'Acté. Non, je vais parler d'HF principalement, juste pour transitionner avec la promo, et sans vous parler de mon spectacle, ce serait indécent, mais juste pour dire qu'il s'agit effectivement d'un spectacle qui sera présenté sur le grand plateau du Volcan. Écrit par une autrice avec une scénographe et moi-même à la mise en scène. Donc on disait, voilà, je suis assez effectivement fière de dire et sur le grand plateau du Volcan, parce qu'il y a vraiment quelque chose effectivement de cet ordre-là aussi quand on est metteuse en scène, c'est la question des grands plateaux, quoi. On dit aux femmes qu'elles s'attaquent à des grands plateaux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça reste un peu du domaine de l'exceptionnel. Je bascule sur HF parce qu'il y a plein de choses qui font écho. Je vais pas, alors contrairement à ce que tu as dit, puis j'ai pas de PowerPoint, de trucs, de machin. Comme en plus, effectivement, je sors de tout juste de cette création de répétition et tout, j'ai pas pris le temps de vous faire des PowerPoint super au point avec des chiffres super à jour, mais je peux quand même vous raconter rapidement. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler de ces associations et de ces mouvements HF Normandie et partout en France. L'association a été créée en 2011 en Normandie. Son champ d'action, c'est elle milite pour la parité femmes-hommes dans le secteur de la culture et pas spécifiquement du spectacle vivant, mais dans l'ensemble du secteur culturel. Il y a 14 mouvements ou associations HF dans l'ensemble de la France. Les premiers HF ont été créés parce que en 2006, puis en 2009, il y a eu successivement 2 rapports commandés par le ministère de la Culture qui ont été faits par une femme qui s'appelle Reine Pratt. Et il est d'usage de dire que le premier rapport de Reine Pratt, édité en 2006, a fait l'effet d'une bombe, je cite, c'est le fameux, on dit toujours ça. Mais c'est vrai parce que son rapport mettait enfin des chiffres sur une réalité qui a été complètement invisible, et surtout sur la question de la culture, puisqu'on pensait que le secteur culturel étant un secteur de gens bien éduqués, etc. Enfin, il y avait une sorte de noblesse. On va quand même pas effectivement pratiquer à l'intérieur de ce secteur un certain nombre d'oppressions, ou en tout cas de minoration. Et en réalité, on s'est aperçu que c'était même pire que dans beaucoup d'autres secteurs du travail. Donc, à l'époque du rapport de Reine Pratt en 2006, 80 à 100%, si on balaye l'ensemble des lieux labellisés, étaient dirigés par des hommes. Et puis, il y avait vraiment énormément les moyens étaient très très mal répartis. Alors suite à ça, il y a eu plusieurs mouvements HF qui se sont créés un peu partout en France. Le nôtre en Normandie, c'était en 2011. Depuis, effectivement, on œuvre dans plusieurs domaines, et un des domaines, c'est celui des repérages, et effectivement de repérage des inégalités, et ça passe effectivement par les chiffres, parce que les chiffres, c'est quelque chose, donc c'est quelque chose de complexe. Les études menées par HF sont menées par des gens à qui on demande ça de manière extrêmement rigoureuse. Et là, la dernière étude qui vient de sortir, j'en ai amené, j'ai des plaquettes toutes, elle a été présentée hier à la métropole à Rouen, et elle porte sur l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture sur le territoire Rouen Seine-Normande 2028, puisqu'elle a été commandée, en fait cette étude a été commandée par la métropole dans le cadre de la candidature de la ville de Rouen, voilà. Et elle porte sur l'ensemble des structures culturelles et des lieux. Donc je vous donne quelques chiffres, ça fait écho. On constate qu'ils sont en progression. C'est la deuxième étude qui a été commandée par la métropole et qui a été faite par l'Observatoire. Donc sur l'ensemble des projets qui sont sur les plateaux, sur ce territoire, 34,9% sont des projets dont la direction artistique est menée par une femme. Voilà. C'est pas
c'est pas encore voilà, mais voilà. 48% par des hommes et 17% par des collectifs mixtes. C'est ça qui est important aussi à savoir. C'est pour être tout à fait complète. Par contre, évidemment, là, ça commence à être plus complexe. On en parlait, mais tu as donné les raisons. 28,1% des textes représentés sont des textes écrits par des femmes, des textes d'autrices. Et les femmes représentent 46,3% des artistes sur scène, là, sur ce territoire. Donc, bon, il y a plein d'autres chiffres. Les plaquettes seront là-bas. Je pourrais vous les laisser, vous pourrez les consulter. Moi, je voudrais donner un autre, si on s'éloigne du territoire, je voudrais donner un chiffre quand même qui est, lui, très parlant. Cet été, dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, Julie Deliquet a été la 2e femme en 77 ans de Festival d'Avignon à faire une mise en scène dans la cour d'honneur. Voilà. Il y a eu Pina Bausch. Je parle pas des chorégraphes, je parle du théâtre, vraiment. En termes de théâtre, de mise en scène de théâtre, le Festival d'Avignon, qui, entre parenthèses, n'a jamais été dirigé par une femme, il est maintenant dirigé par Thiago Rodriguez. Tu en sais quelque chose, peut-être tu pourras raconter ta petite anecdote parce que je la trouve extrêmement parlante. Mais en tout cas, voilà, après Ariane Nouchkine, Julie Deliquet était la 2e femme en 77 ans de Festival d'Avignon à s'attaquer à la cour d'honneur. Voilà. Oui, c'est un bon exemple. Mais je crois quand même qu'il y avait 50-50 dans le hymne. De spectacle de femmes. Après, c'est toujours, j'ai compris. C'est toujours pareil. C'est des symboles, les symboles sont importants. Oui. Celui de la cour d'honneur en est un. Complètement. Je sais pas parce que faut. Alors après, c'est des choses comme ça. Effectivement, on peut avoir rapidement des programmations paritaires. Après, c'est la question des lieux, des jauges, moyens alloués. Et par exemple, on en parlait au jour d'aujourd'hui, en 2022, l'année dernière, 28% des moyens de création alloués par le ministère de la Culture le sont à des projets féminins. 28% sur l'ensemble des aides à la création. Donc ça reste, en fait, la programmation, le coût de la programmation, c'est quand même un peu l'arbre qui parfois cache la forêt. C'est-à-dire que ça suffit pas, c'est un ensemble de choses. Comment on fonctionne. Je pense qu'on est d'accord. Surtout qu'on ne doute absolument pas du talent. Et je peux repasser la parole à Camille si tu veux bien parler du Festival d'Avignon, parce que moi je trouve que c'est très parlant en fait, ton histoire avec ça. Alors ça c'est une anecdote personnelle. Avant d'arriver au Havre, j'étais donc directrice adjointe à la scène nationale de Valenciennes et avec mon directeur, donc on avait décidé de candidater pour la direction du Festival d'Avignon en binôme, vraiment en binôme, en codirection totale. Et donc il s'est avéré, à notre surprise d'ailleurs, qu'on s'est retrouvés donc en shortlist, donc dans les finalistes avec entre autres Thiago Rodriguez qui a ensuite été désigné. Comme c'était quand même un événement, le renouvellement de cette direction au Festival d'Avignon, quand l'information de la shortlist, c'est-à-dire des 4 finalistes, est parue, donc il y avait Thiago Rodriguez, José Manuel Goncalves, qui est le directeur du 104 à Paris, et Claire Lannes, qui était à ce moment-là directrice du Conservatoire national d'art dramatique à Paris. Donc quand l'information est parue dans la presse, en fait, ma photo n'a pas été mise avec les autres. Je ris parce que c'est vraiment le terme d'invisibilité. En l'occurrence, ma photo n'a pas été affichée avec les autres parce que comme il y avait 4 équipes candidates, en fait c'était difficile de faire un carré si on mettait 5 photos. Donc, on a enlevé. C'est ce que m'ont expliqué les journalistes que j'ai appelés quand même. Donc, on a enlevé ma photo et puis dans énormément d'articles était inscrit donc mon directeur du moment qui n'y pouvait rien en l'occurrence, mais Romaric Dorier, accompagné par Camille Barneau, donc comme si j'étais son administratrice. Alors que et puis il y en a même qui ont été jusqu'à petit à petit, en fait, au fur et à mesure que le communiqué de presse était repris, en fait, mon nom disparaissait petit à petit parce qu'on ralentissait. Donc voilà, ça c'était. Et je m'étais toujours dit que c'était pas très grave, et en fait c'était très douloureux dans la réalité. Et ça m'est pas arrivé énormément parce que j'ai eu de la chance, en tout cas dans ma vie, d'en être préservée. Mais c'est vrai que ça a été douloureux, et du coup j'ai quand même eu une pensée pour les personnes qui sont discriminées quasi quotidiennement, effectivement. Et si je peux me permettre, je me suis aussi rendu compte que probablement j'avais déjà fait ça moi-même, en fait.
Effectivement, en allant vite, par exemple, je pense à parfois des compagnies qu'on accueille et qui sont dirigées paritairement, par un binôme femme-homme. Je me suis rendu compte que très probablement, je vais prendre un exemple très concret, il y a une compagnie jeune public que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup qui s'appelle La Cordonnerie et donc qui est dirigée par Mathilde Meyer-Gans et Samuel Hercule. Jusque-là, je disais dirigée par Samuel Hercule et Mathilde Meyer-Gans. Et puis pour aller vite, un peu comme on dit monsieur, madame, au fur et à mesure, j'avais enlevé Mathilde. Oui, et donc, je parlais tout le temps de la compagnie de Samuel Hercule, tous les collègues également. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que moi-même, en fait, j'avais contribué à invisibiliser les bon femmes. Exemple. Voilà. Ah oui, merci de ce témoignage. Merci à toutes les deux. On va...